L'Afrique du Sud célèbre demain le premier anniversaire du décès de Nelson Mandela. 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence seront observés à cette occasion. La Sierra Leone et la Guinée sous la menace d'une récession économique en 2015, conséquence de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans ces deux pays. « 30e anniversaire de la tragédie de Bhopal, les survivants de la pire catastrophe industrielle au monde réclament encore justice. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette session de l'information sur Sika, une session que nous démarrons par le Zimbabwe. Le parti de Robert Mugabe a démarré son congrès sur fond de guerre de succession après une spectaculaire purge qui a évincé des poids lourds comme la vice-présidente Joyce Mujuru, accusée de pactiser avec l'opposition et les Occidentaux. Les délégués de la ZANU-PF doivent reconduire sans surprise leur chef charismatique Robert Mugabe à la tête du parti. Il devrait aussi nommer son épouse Grace à la tête de la Ligue des femmes. Celle-ci ne cache pas son ambition à organiser la succession de son mari à la tête de l'État. Toute la journée d'hier, le congrès s'est poursuivi à huis clos. Les séances publiques suivront par la suite pour prendre fin samedi prochain. Et puis demain, vendredi 5 décembre, toute l'Afrique du Sud est appelée à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en mémoire de l'ancien président Nelson Mandela. Cet instant d'hommage qui marquera le premier anniversaire du décès de Madiba sera officié par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa en l'absence du président Jacob Zuma qui est en déplacement en Chine. Reportage. 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en hommage aux 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid et père de la démocratie sud-africaine. L'Afrique du Sud marquera d'un cachet spécial vendredi le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Écoles, salles polyvalentes, églises et particuliers sont appelés à actionner cloches et sirènes, vuvuzelas ou haut-parleurs à 7h56 minutes 53 secondes de GMT, suivi d'un moment de silence de 8h à 8h03 minutes GMT. Suivra un service œcuménique célébré au siège du gouvernement à Pretoria. D'autres événements sont prévus tels qu'un match amical et une matinée de poésie le samedi ainsi qu'un défilé de motards dimanche. Né en 1918, Madiba, comme l'appellent affectueusement les Sud-Africains, s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose désormais dans son village d'enfance dans le sud du pays. La crise Ebola entraînera une récession économique en Sierra Leone et en Guinée en 2015. Ces deux pays qui étaient promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie connaîtront une grave chute de leur croissance économique. C'est en tout cas ce qu'a révélé mardi dernier la Banque mondiale. Reportage. Principale victime économique, la Sierra Leone devrait voir son produit intérieur brut se replier de 2%, tandis que la contraction devrait être moindre en Guinée, moins 0,2%, affirme la Banque mondiale, la première institution à prédire une récession dans ces deux pays déjà gangrenés par la pauvreté. En octobre, la Banque mondiale prévoyait encore pour 2015 une croissance robuste en Guinée, plus 2%, et surtout en Sierra Leone, plus 7,7%. Mais l'épidémie d'Ebola qui s'est propagé en Afrique de l'Ouest depuis août, faisant près de 6 000 morts, a plombé l'activité, freiné les investissements et assombri les perspectives de croissance. Le Libéria, qui déplore le plus grand nombre de morts, plus de 3 100, s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique et bénéficie d'une forme de regain d'activité selon la Banque mondiale. Aidé par des progrès dans la lutte contre l'épidémie, le pays voit ainsi ses prévisions de croissance revues à la hausse depuis octobre de 1 à 3%, même si ces projections restent nettement inférieures à celles ayant cours avant le début de l'épidémie, soit 6,8% selon le même rapport.
Nous ne lancerons pas de nouveaux projets, nous voulons soutenir ceux qui existent déjà, principalement les PME, ce qui permettra de continuer les opérations et de protéger les emplois. Une chose est sûre, la crise d'Ebola n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de travail à faire et la Banque mondiale fait tout ce qu'elle peut faire pour venir en aide aux pays touchés. Mais combien de temps cela prendra-t-il encore? Cela, nous ne le savons pas. Au total, d'après la Banque mondiale, le coût de l'épidémie pour les finances publiques des 3 pays touchés s'élève déjà à près d'un demi-milliard de dollars et creuse d'importants trous dans leur budget. Pour faire face à l'épidémie, ces pays ont par ailleurs dû réduire leur investissement public à hauteur de 160 millions de dollars, sapant les perspectives de croissance future, assure la Banque mondiale. Les acteurs de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest sont encore confrontés à des incompréhensions liées notamment à la peur au sein des communautés locales. C'est en tout cas ce qui ressort d'une conférence de presse donnée par les responsables de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, une conférence qui s'est déroulée à Dakar au Sénégal. Les travailleurs de la santé et les humanitaires déployés au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone dans le cadre de la lutte contre Ebola ont la vie dure. Ils sont, selon les responsables de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, confrontés à la malcompréhension des communautés qu'ils assistent. Aussi lancent-ils un appel à la poursuite de la communication et de la pédagogie pour de meilleurs résultats face à l'évolution du mal. Il faut travailler encore davantage avec les communautés pour une plus grande acceptation. C'est la conjugaison de ces efforts qui va contribuer maintenant à avoir les moyens humains importants dont on a besoin pour faire face à cette évolution. Outre les moyens humains, les moyens financiers devront être mobilisés pour l'atteinte des objectifs de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Ces moyens ont été estimés au fil de l'évolution de l'épidémie en ce qui nous concerne dans nos domaines de compétences à près de 100 millions de dollars. La Fédération internationale de la Croix-Rouge compte actuellement environ 11 000 volontaires formés et mis à contribution dans la lutte contre le virus Ebola au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Ils s'occupent majoritairement d'opérations d'enterrement sécurisées de personnes décédées d'Ebola. Parlant toujours du virus Ebola, le Congrès américain a été invité par le président Barack Obama à débloquer un fonds d'urgence de 6 milliards de dollars pour combattre l'épidémie en Afrique de l'Ouest et gérer la prévention aux États-Unis. Selon le président américain, ce fonds est nécessaire en particulier pour accélérer les tests sur tout vaccin ou traitement prometteur. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'appel du président Obama. La situation reste urgente car si nous voulons résoudre ce problème chez nous, nous devons également le résoudre en Afrique. Aucun potentiel vaccin contre Ebola n'a été aussi concluant, donc les nouvelles sont bonnes. Mais cela nous rappelle aussi l'importance de la recherche financée par le gouvernement et le besoin de continuer à investir dans la recherche fondamentale. Nous ne pourrons vaincre Ebola sans financement complémentaire. Si nous voulons que d'autres pays continuent à se mobiliser, nous devons continuer à montrer la voie. C'est pour cette raison que j'appelle le Congrès à approuver le plan de financement d'urgence pour combattre ce virus. Ce serait un beau cadeau de Noël pour le peuple américain et le reste du monde. Loin du virus Ebola, rendons-nous maintenant en Somalie où un convoi de l'ONU a été mercredi la cible d'un attentat à Mogadiscio. Cet attentat perpétré par un kamikaze loin de l'entrée fortifiée de l'aéroport a fait au moins 4 morts. L'attentat s'est produit à Mogadiscio, près de l'entrée fortifiée de l'aéroport qui donne accès à la zone sécurisée où sont installées les ambassades. Le kamikaze s'est infiltré entre l'escorte de sécurité et les véhicules blindés de l'ONU et a fait exploser la voiture en percutant au passage un des véhicules de l'escorte. Un officier de sécurité qui tentait d'arrêter la voiture a été tué. Plusieurs autres également ont été tués dans l'attaque. Mais nous enquêtons toujours sur la façon dont s'est déroulée l'attaque.
Une attaque imputée aux insurgés islamistes Chebab. Ces derniers ont multiplié les attaques et actions de guérilla à Mogadiscio et ailleurs en Somalie depuis qu'ils ont été chassés des principales villes du centre et du sud par la force de l'Union africaine qui soutient les autorités somaliennes. L'attaque de ce mercredi rappelle un attentat suicide que ces islamistes Chebab ont perpétré en février contre un convoi transportant du personnel des Nations Unies, également près de l'aéroport. 6 personnes y avaient trouvé la mort. Près de 25 000 personnes auraient été tuées par une vague de gaz toxique qui s'est échappée d'une usine de pesticides à Bhopal le 2 décembre 1984. 30 ans plus tard, de nombreux survivants paient encore le prix de la pire catastrophe industrielle au monde. Ils se battent par ailleurs pour que justice soit faite. Un reportage. Une usine qui entraînait la mort de milliers de personnes. Le 2 décembre 1984, du gaz toxique s'est échappé de cette entreprise de pesticides à Bhopal, en Inde, provoquant la catastrophe industrielle la plus meurtrière au monde. Shahid avait 9 ans à l'époque et vivait près du site avec sa famille. Ses parents sont morts dans l'accident. Ce soir-là, nous étions en train de dormir quand nous avons entendu les buffles faire du bruit dehors. Mes yeux ont commencé à brûler dès que je les ai ouverts et j'ai eu des difficultés à respirer. Dehors, tout le monde paniquait et courait partout. Très vite, le gaz extrêmement toxique s'est répandu dans toute la ville. Plus de 3500 personnes sont mortes immédiatement après l'accident. Mais le nombre total de décès liés à la catastrophe est estimé à plus de 25 000 sur le long terme. Ceux qui ont survécu souffrent d'un problème respiratoire appelé fibrose pulmonaire et de nombreux symptômes, de fréquentes infections respiratoires, un souffle court après de l'exercice. Et bien sûr, les yeux font partie des organes touchés. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là pour les habitants des environs. Après l'incident, de nombreux bébés sont nés avec des malformations. Cette clinique traite plus de 700 enfants de survivants. Parmi eux, certains sont autistes ou malentendants. Beaucoup sont persuadés que l'eau souterraine est responsable de ces problèmes. Le gouvernement n'a toutefois établi aucun lien. Nous faisons face à des problèmes de santé sur plusieurs générations qui se transmettent des parents aux générations suivantes. C'est très controversé. Mais pourquoi le gouvernement indien ne parvient-il pas à mener les recherches médicales adéquates? Ce n'est pas comme si l'Inde n'en avait pas les capacités. Les victimes attendent depuis 30 ans, c'est trop long. Nous n'avons jamais vu un tel niveau d'injustice. Selon des associations, seules 5000 victimes et leurs proches ont touché des indemnisations depuis 1989. Beaucoup de blessés n'ont rien reçu. L'entreprise américaine propriétaire de l'usine à l'époque appartient aujourd'hui à un géant pharmaceutique qui affirme que tous les dommages et intérêts ont été réglés. Malgré une récente pétition réclamant davantage d'indemnisations, la bataille des survivants et de leurs descendants reste donc loin d'être gagnée, 30 ans après la catastrophe. Un mot de sport pour refermer cette édition avec les résultats du tirage au sort des 4 groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Dans le groupe A, nous avons la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, le Burkina Faso. Le groupe B se compose de la Zambie, la RDC, le Cap-Vert et la Tunisie. Le groupe C comprend quant à lui le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Enfin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Mali forme le groupe D. Voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.